Ce rapport accablant d'Amnesty International pour la Guinée, l'organisation a dénombré au moins 70 cas de décès depuis le début des manifestations. Elle interpelle le président Alpha Condé. Le chef de l'opposition en Angola jette l'éponge. Isaias Samakouva tire les conséquences de ses échecs répétés à la présidentielle. Il veut désormais compter sur son successeur. Et puis, en Bolivie, de nouvelles élections seront organisées avant janvier 2020. Propos de la présidente par intérim Janine Agnès, elle dirige le pays depuis le départ d'Evo Morales. Voilà donc pour les titres de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Et nous démarrons par la Guinée-Conakry, où les voyants sont donc au rouge à l'approche de l'élection présidentielle de 2020. C'est ce qu'a indiqué Amnesty International dans un rapport qu'elle a rendu public. L'organisation qui estime que les violations des droits humains se sont multipliées ces dernières années demande au président Alpha Condé de mettre fin au règne de la peur et de la répression. Manifestants tués par dizaines, opposition réprimée, impunité policière. Les violations des droits humains se sont multipliées ces dernières années en Guinée et menacent de s'aggraver avec la prochaine présidentielle. C'est du moins ce qu'a indiqué Amnesty International dans un rapport qu'elle a rendu public. Oui, tout à fait. Nous avons recensé entre janvier 2015 et octobre 2019 plus de 70 personnes, au moins 70 personnes qui sont décédées dans le contexte des manifestations. D'après les témoignages que nous avons reçus, mais aussi les balles que nous avons retrouvées sur place, eh bien, les forces de sécurité sont impliquées dans au moins 59 de ces décès. C'est un nombre extrêmement important, même s'il faut reconnaître que les manifestations en Guinée peuvent parfois donner lieu à des actes de violence. À l'occasion de la publication du dit rapport intitulé « Guinée, les voyants au rouge » à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, Amnesty International a demandé au gouvernement du président Alpha Condé de mettre fin au règne de la peur et de la répression en modifiant les lois sur l'usage de la force et en cessant de recourir à l'armée lors des manifestations. Nous, ce que nous demandons aux autorités, c'est d'abord de permettre que ce droit à la liberté de manifester s'exerce et donc que les autorités cessent de systématiquement interdire les manifestations. Et c'est d'autant plus important que les autorités elles-mêmes reconnaissent, à travers les rencontres que nous avons eues avec elles ces derniers jours, que lorsque les manifestations sont autorisées, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de débordement. Les violations des droits humains, si on veut mettre un terme à l'impunité, il faut qu'il y ait des enquêtes indépendantes, impartiales et solides qui permettent d'établir les responsables de ces violations et de les traduire en justice dans le cadre d'un procès équitable. Les autorités ont beau jeu de renvoyer la balle à l'opposition en disant que ce sont eux qui sont responsables des tueries lors des manifestations. Eh bien, s'ils ont des éléments de preuve, il faut qu'il y ait des enquêtes qui montrent ces éléments de preuve et que les personnes soient tenues responsables devant les tribunaux. Si l'ONG note qu'après des décennies de régime autoritaire et militaire, le gouvernement d'Alpha Condé a enregistré des progrès comme l'abolition de la peine de mort en 2017, l'incrimination de la torture en 2016 ou l'adoption d'une loi sur le maintien de l'ordre en 2015. Elle dénonce cependant l'usage excessif de la force, les interdictions de manifestations pacifiques, les arrestations massives et arbitraires, notamment de dizaines de journalistes et de défenseurs des droits humains. Depuis janvier 2015, 70 manifestants ou passants, dont un enfant de 7 ans atteint par une balle perdue, ont été tués lors de rassemblements. Des témoignages et des munitions employées désignent les policiers ou les gendarmes, selon l'ONG qui indique que 3 membres des forces de l'ordre ont également trouvé la mort. Cette alerte du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, l'organisation dénonce les crimes et également les violences commis contre les personnes déplacées qui ont fui les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le HCR avance le chiffre de 300 000 personnes qui ont fui des éruptions de violence en juin dernier dans la province de l'Ituri. Dans un communiqué qu'il a rendu public, le Haut Commissariat aux réfugiés a dénoncé mardi les crimes et les violences commis contre des personnes déplacées qui ont fui des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon l'organisation, 300 000 personnes ont fui des éruptions de violence au mois de juin dernier dans la province de l'Ituri. 5 mois après les attaques du mois de juin, les meurtres, les violences sexuelles et les enlèvements persistent, de même que les conflits. Selon l'Agence des Nations Unies, de nombreuses femmes et enfants vivent toujours dans des conditions précaires, dormant en plein air ou dans des espaces publics surpeuplés.
Une situation qui les expose au risque de harcèlement, d'agression ou d'exploitation sexuelle, largement répandue selon les déplacés. Pour le seul mois d'octobre, le HCR a enregistré au moins 1000 violations des droits humains dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le 30 octobre dernier, un déplacé de 38 ans a été tué par des hommes armés dans le territoire de Djougou. La République démocratique du Congo compte au total 4 millions de personnes déplacées. Le HCR dit avoir besoin de 150 millions de dollars pour répondre aux besoins des personnes déplacées en RDC cette année, mais seuls 57% de cette somme ont été reçus jusqu'à présent. Et on reste toujours en RDC où la souffrance du peuple continue en dépit de la première alternance politique dans le pays. C'est ce qu'a déploré le nouveau cardinal congolais, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a en outre apporté un soutien sous condition au président Félix Tshisekedi, malgré ce qu'il qualifie de mensonge spectaculaire des élections. Le peuple s'est exprimé pour le changement. 10 mois après, est-ce que ce souhait du peuple a été respecté? Ce souhait reste intact. La misère du peuple, la souffrance du peuple continue, a déclaré Monseigneur Ambongo lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Toutefois, il considère qu'il y a des choses positives qui se font sous Félix Tshisekedi, comme la gratuité de l'enseignement. Nous voulons une vraie gratuité qui ne va pas fragiliser le système éducatif tel que ça existe maintenant, a-t-il ajouté, plaidant pour une revalorisation du salaire des enseignants au-delà de 120 000 francs congolais, soit 115 $ par mois. Nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire des résultats des élections du 30 décembre 2018. Mais l'histoire évolue. Nous n'allons pas rester accrochés à la vérité des urnes. Nous devons évoluer, a ajouté le cardinal Ambongo. Ce message semble s'adresser au candidat de l'opposition Martin Fayoulou, de plus en plus seul à revendiquer la victoire à l'élection du 30 décembre dernier. À l'époque, les observateurs de l'Église catholique lui avaient donné raison en émettant des doutes sur la victoire de l'autre opposant Félix Tshisekedi, qui gouverne depuis en coalition avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila. Ne passez pas votre temps à vous déchirer. Ce que le peuple attend de vous, c'est sévir, a annoncé le cardinal, alors que des proches du président Félix Tshisekedi sont à couteau tiré avec leurs partenaires pro-Kabila de la coalition ces derniers jours. Monseigneur Ambongo avait été nommé archevêque de Kinshasa en novembre 2018. Il fait partie des 13 nouveaux cardinaux créés par le pape François en octobre. Ce coup de tonnerre à présent dans l'échiquier politique angolais. Isaias Samakuva, le chef de l'opposition, a démissionné cette semaine. Depuis 16 ans qu'il dirige le principal parti d'opposition, l'UNITA, il n'a connu que des défaites électorales. Mais à l'heure de se retirer, l'opposant veut croire que son successeur pourra donc enfin prendre le pouvoir. On l'écoute, il se justifie. L'UNITA a été à la guerre. Mais donc après ça, après la mort du docteur Savimbi, c'était pas facile de prendre la direction de l'UNITA et donc chercher l'organiser et faire de l'UNITA un parti politique comme il est aujourd'hui. C'est le défi que nous avons maintenant, et j'espère très sincèrement que dans 3 ans, dans les prochaines élections, l'UNITA puisse prendre le pouvoir. C'est possible, hein? C'est possible. Il a beaucoup de bonnes intentions, mais la situation est telle, pas simplement économiquement, mais aussi au point de vue social, que je pense qu'il a des difficultés de matérialiser des intentions. Les autorités soudanaises ont émis ce mardi un nouveau mandat d'arrestation à l'encontre de l'ex-président Omar El-Béchir, déjà en prison. Cette fois-ci pour son rôle dans le coup d'État de 1989 qu'il a donc porté au pouvoir. C'est ce qu'ont indiqué donc des sources politiques et judiciaires. Les détails.
Des mandats d'arrêt ont été émis contre tous les responsables militaires et civils qui ont comploté et mis en œuvre le coup d'État de 1989, a annoncé dans un communiqué le mouvement des forces pour la liberté et le changement FFC, fer de lance de la contestation qui a mené à la chute de Béchir en avril dernier. Une source du bureau du procureur a confirmé ces nouveaux mandats d'arrêt. Selon le FFC, ces mandats visent des responsables de premier plan de l'ancien régime soudanais. Selon la loi soudanaise, ces chefs d'inculpation sont passibles de la peine de mort ou de la prison à perpétuité. Omar el-Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État, soutenu par les islamistes, a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 30 ans. Destitué par l'armée le 11 avril dernier après des mois d'un mouvement de contestation populaire inédite, il est actuellement emprisonné et jugé à Khartoum, mais uniquement sur des accusations de corruption. L'ancien président soudanais fait aussi l'objet de 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Cette province occidentale soudanaise a été le théâtre d'une guerre sanglante entre rebelles et forces loyales au pouvoir de Khartoum. Le conflit qui a éclaté en 2003 a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Après la destitution de Béchir, les procureurs de la Cour pénale internationale ont eux aussi demandé à ce qu'il soit jugé pour les tueries de masse commises au Darfour. Mais les militaires qui avaient pris le pouvoir après sa chute ont refusé de le remettre à la Cour pénale internationale. Au Liban, la sortie télévisée du président de la République a mis le feu aux poudres. Michel Aoun n'a pas comblé les attentes des manifestants qui demandaient une réforme profonde de l'exécutif. Ils sont descendus dans les rues pour bloquer la circulation. Alors qu'ils s'attendaient à un discours de sortie de crise, les Libanais se disent déçus par la sortie de leur président, Michel Aoun. Pour manifester leur mécontentement, ils sont alors descendus dans les rues de Beyrouth, où plusieurs routes ont été bloquées et des pneus brûlés dans des villes du sud et à Tripoli, dans le nord. Un homme a été tué par balle, portant à 2 le nombre de personnes tuées depuis le début de la contestation. L'armée, qui parle d'incident, a ouvert une enquête et le militaire ayant ouvert le feu a été interpellé, d'après la même source. Dans sa déclaration télévisée, le président Aoun a proposé un gouvernement formé de technocrates et d'hommes politiques, affirmant qu'il était possible que les consultations parlementaires pour désigner un nouveau Premier ministre commencent avant la fin de la semaine. Les contestataires qui ont obtenu le 29 octobre la démission du Premier ministre Saad Hariri réclament un gouvernement composé d'indépendants et de technocrates qui ne seraient pas issus du sérail politique. Où est-ce que je peux aller les chercher? Sur la Lune, a lancé le président. Celui-ci n'a pas nié que des pressions américaines étaient exercées en vue d'une exclusion du gouvernement du puissant mouvement armé Hezbollah, poids lourd de la politique libanaise. De nouvelles élections seront organisées avant janvier 2020. C'est en tout cas ce qu'assure la nouvelle présidente par intérim de la Bolivie. Janine Áñez, précédemment deuxième vice-présidente du Sénat, a été portée au pouvoir par le Parlement après la démission d'Evo Morales. Janine Áñez est la deuxième femme à la tête de la Bolivie. Quasiment inconnue, cette avocate âgée de 52 ans, critique de l'ex-président socialiste Evo Morales, a pris ses fonctions mardi, Bible en main. Elle a promis des élections au plus vite avant le 22 janvier 2020. Nous souhaitons convoquer des élections au plus vite, a-t-elle précisé. Drapée dans un drapeau tricolore bolivien, la nouvelle présidente du pays a reçu l'accolade d'autres parlementaires, se faisant photographier avec eux et recevant immédiatement l'appui de la principale figure de la contestation populaire. Dotée d'une grande expérience politique et parlementaire, Janine Áñez est issue de la formation politique Unité démocratique. Le parti a gagné subitement en notoriété dimanche lorsqu'elle a revendiqué son droit à devenir chef de l'État par intérim. Malgré l'absence de quorum au Parlement, elle s'est proclamée à la tête de la Bolivie en arguant de la nécessité de créer un climat de paix sociale dans le pays secoué par une grave crise politique depuis l'élection présidentielle fin octobre et la démission de Evo Morales. Le tribunal constitutionnel a validé son élection. La nouvelle présidente de la Bolivie est divorcée et mère de 2 enfants. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.